Bonsoir. Avez-vous jamais considéré ce que serait vraiment une civilisation intergénérationnelle dans l'espace? Non pas une mission d'exploration de quelques années, mais une tentative multiséculaire de transporter l'humanité entière vers une étoile lointaine. C'est une question qui change tout quand on la pose sérieusement. Aujourd'hui, nous allons explorer cette idée extraordinaire. Comment construire une société qui survive, non pas pendant des décennies, mais pendant des siècles, enfermée dans une coque de métal, Earthling, à travers le vide. Si vous appréciez ces plongées dans les grands défis de l'exploration spatiale, un simple clic sur like et l'abonnement à cette chaîne nous aiderait à atteindre d'autres esprits curieux comme le vôtre. Commençons. Le problème fondamental. L'univers est vaste d'une manière que notre esprit peine à vraiment comprendre. Alpha Centauri, notre voisin stellaire le plus proche après le Soleil, se trouve à environ 41 000 milliards de kilomètres. Réfléchissez à ce nombre. À la vitesse de 60 000 km par heure, celle que nous avons atteinte avec nos sondes les plus rapides, il faudrait plus de 76 000 ans pour arriver là-bas. Et ce n'est que le début. Les systèmes stellaires prometteurs pour la vie, ceux avec de réelles chances d'abriter des mondes habitables, se situent à 20, 50 ou même 100 années-lumière. Les distances s'agrandissent inexorablement. Voici la vérité que personne n'aime énoncer clairement. Il n'existe aucune technologie de propulsion révolutionnaire sur l'horizon immédiat. Les moteurs à fusion, même s'ils fonctionnaient demain, nous donneraient tout au mieux une fraction infime de la vitesse de la lumière. Les trous de verre restent de pures abstractions mathématiques. Les drives de distorsion appartiennent au domaine de la théorie décadente, pas de l'ingénierie viable. Nous avons une impasse physique que les moteurs meilleurs ne résoudront jamais. Il existe cependant une solution que nous ne comprenons pas complètement encore, mais qui commence à émerger des cerveaux des scientifiques. Si nous ne pouvons pas traverser les distances rapidement, nous devons les traverser lentement. Et si nous les traversons lentement, le voyage durera plus longtemps qu'une vie humaine. Bien plus longtemps. Ce que nous avons besoin de construire n'est pas une cabine pour un équipage, c'est un monde pour une civilisation. Que signifie vraiment un vaisseau générationnel ? Imaginez une structure si grande qu'elle ne ressemble pas à un vaisseau spatial ordinaire. Elle est plus proche d'une petite ville enfermée dans une coque métallique, capable de traverser le néant entre les étoiles. Son voyage vers un système lointain prendra 2 siècles, 3 siècles, peut-être davantage. Personne qui monte à bord ne verra la destination, ni leurs enfants. Peut-être même pas leurs petits-enfants. Les êtres humains qui arrivent finalement, après des générations de voyages, seront les descendants éloignés de ceux qui ont quitté la Terre. C'est un concept que les penseurs scientifiques envisagent depuis près d'un siècle. Konstantin Tsiolkovsky, le mathématicien russe qui posait les fondations de la théorie des fusées au début du XXe siècle, envisageait déjà que les voyages vers d'autres étoiles exigeraient des vaisseaux conçus non comme des véhicules, mais comme des habitats permanents pour des populations. Robert Goddard en Amérique partageait cette vision dans les années 1920. Et au milieu du XXe siècle, des scientifiques et des écrivains avaient commencé à mapper sérieusement à quoi ressemblerait une telle structure. Le concept de base paraît simple à énoncer. Vous construisez quelque chose d'assez grand pour soutenir une population humaine stable et autosuffisante. Vous lui fournissez tout ce dont elle a besoin pour survivre au voyage. Vous la lancez vers une étoile, destination. Vous attendez. Les générations se succèdent. Des enfants naissent. Les gens vieillissent et meurent. Le vaisseau continue. Finalement, au terme d'un périple mesuré en siècles humains, les descendants de l'équipage initial arrivent quelque part de nouveau. Simple à décrire, extraordinairement compliqué
à exécuter. Le défi de l'énergie. Tout d'abord, il faut de l'énergie, énormément d'énergie. Chaque aspect de la vie à bord dépend du pouvoir. La propulsion, l'éclairage, le chauffage, la climatisation, la circulation de l'air, le traitement de l'eau, la production alimentaire, les électroniques, la médecine, la fabrication, les communications. Un vaisseau générationnel ne peut pas ravitailler en carburant. Le système d'énergie doit fonctionner depuis le lancement jusqu'à l'arrivée. Une période qui s'étend sur des siècles. La fission nucléaire demeure la solution la plus crédible, avec une technologie qui existe ou pourrait être développée dans un proche avenir. Les réacteurs modernes, à bord des sous-marins et des porte-avions militaires de notre époque, tournent pendant 20 à 25 ans sans avoir besoin de refuel. Un réacteur pour vaisseau générationnel devrait fonctionner beaucoup plus longtemps, mais les principes d'ingénierie sont solides. Cependant, il existe une complication que peu de gens envisagent vraiment, la transmission du savoir. Un technicien de réacteur formé entraîne des apprentis. Ces apprentis deviennent des techniciens et entraînent la génération suivante. Mais à chaque passage de connaissance d'une génération à la suivante, quelque chose peut se perdre ou se déformer. Une procédure qui paraît évidente à un ingénieur entraîné n'est peut-être jamais écrite précisément parce qu'elle semble évidente. 3 générations plus tard, personne ne la connaît plus. Ou pire, quelqu'un croit la connaître incorrectement et agit sur cette incompréhension. Le réacteur qui maintient tout le monde en vie ne tolère pas les lacunes en expertise. Les systèmes de soutien, air, eau, nourriture. Un être humain respire l'oxygène et expire du dioxyde de carbone. Enfermez-le dans un conteneur assez longtemps et l'oxygène s'épuise, tandis que le dioxyde de carbone s'accumule jusqu'à des niveaux toxiques. Sur la Station spatiale internationale, cela est géré par une combinaison d'électrolyse et de scrubbers chimiques. Cela fonctionne assez bien pour un équipage de 6 ou 7 personnes sur une station qui reçoit régulièrement des missions de ravitaillement. Un vaisseau générationnel n'a pas ce luxe. Ces systèmes de recyclage de l'air doivent soutenir non pas 6 personnes, mais potentiellement des milliers en continu, pendant des siècles, sans aucun apport externe. L'approche la plus crédible serait un système biologique en boucle fermée. Des plantes, des algues, des organismes photosynthétiques qui prennent le dioxyde de carbone et libèrent l'oxygène. Le même processus qui a rendu l'atmosphère terrestre respirable en premier lieu. Une zone de culture suffisamment grande, correctement gérée, pourrait théoriquement maintenir l'air respirable pour une population humaine indéfiniment. Mais l'histoire de Biosphère 2 en Arizona, dans les années 1990, nous a rappelé l'importance de cette vigilance. 8 personnes ont vécu dans une structure scellée pendant 2 ans, produisant leur propre nourriture, recyclant leur air et leur eau par des systèmes biologiques. Les niveaux d'oxygène ont chuté de manière inattendue. Les niveaux de dioxyde de carbone fluctuaient de façon difficile à contrôler. Certaines espèces prospéraient, tandis que d'autres s'effondraient. Les écosystèmes intérieurs ne se comportaient pas comme les créateurs les avaient prédits. Un vaisseau générationnel aurait besoin de systèmes biologiques de soutien, des ordres de grandeur plus robustes et compris que Biosphère 2. Pas seulement des plantes, mais des écosystèmes entiers fonctionnels. Du sol, des bactéries, des champignons qui traitent les nutriments et décomposent les déchets organiques, des insectes ou d'autres organismes qui gèrent la pollinisation et la décomposition, des bassins d'algues qui peuvent ajuster rapidement la production d'oxygène selon les fluctuations de la demande avec la taille et les niveaux d'activité de la population. L'eau pose des défis légèrement moins grands. Dans un système fermé, l'eau peut être recyclée presque complètement. L'humidité de la respiration exhalée et de la transpiration peut être condensée et récupérée.
l'urine peut être traitée. La Station spatiale internationale récupère déjà plus de 90% de l'eau de l'urine par un processus de filtration et de distillation multième qui fonctionne continuellement pendant des années. Cependant, chaque processus de recyclage a ses pertes. Les matériaux dans les systèmes de filtration se dégradent au fil du temps. Certaines eaux restent emprisonnées dans les déchets biologiques qui ne sont pas entièrement compostés. Le vaisseau aurait besoin de réserves assez grandes pour tamponner ces pertes sur l'ensemble du voyage. Quant à la nourriture, c'est peut-être le défi le plus multicouche. Chaque calorie consommée doit provenir de quelque chose cultivé, élevé ou synthétisé à bord. Il n'y a pas d'importation, pas de commerce, pas de chasse ou de cueillette depuis un environnement externe. Les systèmes agricoles se centreraient probablement sur des cultures à haut rendement. Blé, riz, pommes de terre, soja, patates douces, légumes feuillus. Les systèmes hydroponiques et aéroponiques où les plantes poussent dans l'eau ou le brouillard plutôt que dans le sol sont plus efficaces pour l'espace et l'utilisation de l'eau. Des lampes de croissance. LED accordées aux longueurs d'onde que les plantes utilisent réellement pour la photosynthèse peuvent rendre l'agriculture intérieure suffisamment économe en énergie. Mais l'agriculture basée sur le sol serait probablement également nécessaire. Le vrai sol, avec sa communauté de micro-organismes, offre une résilience et une complexité que les systèmes hydroponiques peinent à égaler pour tous les types de cultures. Cela joue aussi un rôle dans les systèmes biologiques plus larges de recyclage de l'air et de l'eau. Le problème humain. Les systèmes biologiques sont compliqués, mais ce sont du moins des systèmes physiques que les ingénieurs peuvent étudier et affiner. Le problème le plus difficile, celui que la plupart des propositions de vaisseaux générationnels ont du mal à adresser adéquatement, est le problème humain. Qu'advient-il des gens quand ils passent leur vie entière dans un monde fermé de métal, entourés par les mêmes quelques milliers de personnes, allant nulle part que personne à bord ne verra jamais? Les humains n'ont pas évolué pour cet environnement. Nous avons évolué dans des savanes ouvertes et des forêts, dans des paysages qui changeaient avec les saisons et la météo, dans des groupes sociaux intégrés dans un monde naturel plus large. Nos cerveaux sont accordés aux horizons, à la météo, à la richesse sensorielle d'une planète vivante qui varie sans fin. Un vaisseau générationnel n'offre rien de cela. Le ciel est du métal. L'horizon est un mur courbe. Il n'y a pas de météo, pas de saison dans le sens naturel, rien d'extérieur. La vue de n'importe quelle fenêtre, s'il y en a, est la même obscurité avec les mêmes étoiles pendant des années et des décennies d'affilée. La littérature psychologique sur l'isolement extrême et le confinement est édifiante. Les chercheurs étudiant les équipes en hivernage antarctique documentent régulièrement ce qu'ils appellent le syndrome d'hivernage. Un ralentissement cognitif, un engourdissement émotionnel, une irritabilité, une friction interpersonnelle, une dépression diffuse de faible intensité qui s'installe sur le groupe à mesure que les mois d'isolement s'accumulent. Et ces études concernent des gens qui savent qu'ils rentreront chez eux, qu'un avion de ravitaillement arrive au printemps, que l'isolement prend fin. Un vaisseau générationnel supprime cette certitude entièrement. Les gens à bord savent que le vaisseau est leur monde entier, pas temporairement, définitivement. Ils ne marcheront jamais sur le sol sous un ciel ouvert. Ils ne connaîtront jamais la pluie ou la neige. Ils ne verront jamais un endroit que leurs voisins ne connaissent pas aussi. Gouvernance et contrat social. La gouvernance du vaisseau est un sujet qui mérite beaucoup plus d'attention que celui qu'il reçoit généralement. Les gens qui montent à bord acceptent la mission. Ils comprennent à quoi ils s'engagent. Mais leurs enfants n'ont pas accepté. Leurs petits-enfants non plus. Et les gens qui arrivent vraiment à destination, 300 ans après le départ, vivent sous une structure de gouvernance
à laquelle ils n'ont absolument pas participé. Ils sont soumis à des règles et des obligations écrites par des ancêtres qu'ils peuvent considérer comme n'ayant aucune autorité particulière sur leur vie. Le pacte du Mayflower, signé à bord en 1620, tentait d'aborder exactement ce genre de problème. Un petit groupe de gens se libérant de l'autorité établie lors d'un long voyage vers une destination inconnue, tentant de créer un cadre pour se gouverner eux-mêmes dans une situation que personne n'avait entièrement planifiée. Un vaisseau générationnel aurait besoin de quelque chose de bien plus sophistiqué, quelque chose qui pourrait s'adapter à mesure que les circonstances changent au fil des siècles, quelque chose qui accorde à la population réellement vivante, pas aux fondateurs, une véritable autorité sur leur propre vie et leur communauté, mais qui protège aussi la mission elle-même. La tension entre les droits de la population vivante et les obligations héritées de la génération fondatrice est un problème qu'aucune philosophie politique existante n'a proprement résolu. C'est un problème qui ne peut pas être différé. Il doit être construit dans la structure de la société dès le départ, avec assez de flexibilité pour s'adapter aux changements que la vie à travers les siècles apportera inévitablement. La question génétique. La diversité génétique est la réserve profonde de résilience dans toute population. Quand une maladie apparaît ou un stress environnemental, les membres de la population varient dans leurs réponses. Certains sont plus résistants. Cette variation permet à la population de survivre et de s'adapter. Réduisez la diversité génétique et vous réduisez la capacité de la population à répondre aux défis qu'elle n'a pas encore affrontés. Poussez-la assez bas et vous voyez l'accumulation de traits récessifs nuisibles. Une dépression de consanguinité, une fertilité réduite, des taux plus élevés de problèmes développementaux, une fonction immunitaire compromise. Les estimations publiées du nombre de populations minimales viables varient selon les hypothèses. Mais une analyse largement citée suggère qu'une population fondatrice d'environ 40 000 individus serait nécessaire pour un voyage de plusieurs centaines d'années. Ce nombre pourrait sembler grand, mais il est en fait conservateur. Des populations plus petites sont possibles si la reproduction est soigneusement gérée, garantissant qu'aucune lignée particulière n'est surreprésentée. Mais cela exige une sorte d'ingénierie sociale autour de la reproduction que serait profondément inconfortable pour les gens qui considèrent l'autonomie reproductive comme une valeur fondamentale. Une solution proposée implique du matériel génétique congelé, une vaste bibliothèque de cellules de sperme, d'œufs ou d'embryons de donneurs sur Terre, couvrant une diversité génétique énorme, bien plus que tout équipage raisonnablement dimensionné ne pourrait porter dans leur corps vivant. Ces matériaux pourraient être utilisés pour introduire du matériel génétique frais à intervalles réguliers pendant le voyage. Menaces externes et usure. Le vaisseau lui-même, le navire physique, fait face à des menaces de l'extérieur que n'importe quel planificateur ne peut entièrement anticiper ou prévenir. Les rayons cosmiques sont une présence constante dans l'espace profond. Le champ magnétique terrestre et l'atmosphère nous protègent de la plupart des radiations. Un vaisseau générationnel en espace interstellaire n'a ni l'un ni l'autre. Les rayons cosmiques galactiques, des particules à haute énergie accélérées par les vestiges de supernovas et d'autres processus violents à travers la galaxie, pénètrent presque n'importe quelle quantité pratique de blindage. Pour un voyage mesuré en siècles, l'exposition aux radiations n'est pas seulement un facteur de risque à minimiser. C'est une certitude qui doit être incorporée dans la conception. Les micro-météorites et la poussière interstellaire sont une autre menace perpétuelle. L'espace n'est pas vide. Il contient des grains de poussière, de petites particules de roche et de glace se déplaçant à des vitesses quelconques relatives au vaisseau. Une particule de la taille d'un grain de sable frappant une coque
à plusieurs kilomètres par seconde, porte une énergie cinétique importante. Au fil des siècles de voyage à travers le milieu interstellaire, la coque externe d'un vaisseau générationnel sera frappée par ces particules constamment. Les conceptions multicouches de coques, des boucliers externes minces qui fragmentent et dispersent les particules entrantes avant qu'elles ne puissent livrer toute leur énergie à la coque structurelle, sont la réponse standard. Le problème du savoir. Cela nous ramène au problème de la connaissance, qui est probablement le défi le plus profond et le plus sous-estimé auquel ferait face n'importe quel vaisseau générationnel de longue durée. Un vaisseau spatial, moderne, est construit par des milliers d'ingénieurs à travers des centaines de disciplines. La connaissance requise pour concevoir, construire et opérer ce vaisseau est distribuée à travers une civilisation industrielle entière. Quand quelque chose se trompe, vous appelez le fabricant. Vous vous connectez avec une équipe de spécialistes. Vous avez accès à la bibliothèque complète des connaissances technologiques humaines par la communication avec la Terre. Un vaisseau générationnel en espace interstellaire n'a rien de cela. Les signaux de la Terre prennent des années pour arriver et ne portent aucune capacité de résolution de problèmes en temps réel. La base de connaissances qui maintient le vaisseau vivant doit être entièrement contenue à l'intérieur du vaisseau. Pas juste dans les systèmes informatiques, mais dans les esprits entraînés et les mains pratiques des gens à bord. Il existe une différence entre l'information et la connaissance. L'information est des données stockées sur un médium. La connaissance est la compréhension qui vit dans un esprit humain entraîné, qui peut être appliquée flexiblement à des situations nouvelles, qui peut improviser quand le scénario du manuel ne correspond pas exactement à ce qui arrive réellement. Un vaisseau générationnel a besoin de ce genre de connaissances, profondes, pratiques, flexibles, à travers la gamme complète des systèmes qui le maintiennent vivant. Systèmes de réacteurs et physique nucléaire, soutien biologique et dynamiques écosystémiques, recyclage de l'eau et des déchets, chimie et ingénierie, sciences agricoles, sciences médicales, sciences des matériaux et fabrication, navigation et mécanique orbitale, systèmes informatiques, ingénierie de coque. Et le vaisseau a besoin que la génération suivante comprenne tout cela aussi bien. Et la génération après cela, pendant des siècles. Dérive de mission et culture. Il existe un phénomène dans la sociologie appelé dérive de mission. La génération fondatrice sait pourquoi elle est sur le vaisseau. Elle a vécu sur la Terre. Elle a pris la décision de partir. Elle porte le poids et la signification de cette décision dans tout ce qu'elle fait. La destination est réelle pour elle parce que la Terre était réelle. La deuxième génération grandit sur le vaisseau. Elle n'a aucun souvenir de la Terre. Ses parents lui en parlent. Elle l'apprend à l'école. Mais c'est une abstraction, une histoire racontée par des gens qui ont grandi ailleurs. La troisième et la quatrième génération sont encore plus éloignées. La Terre est l'histoire ancienne. La destination est une vague promesse que ses arrière-grands-parents ont faite au nom de tous ceux qui viendraient après. Maintenir l'engagement envers un objectif à long terme, à travers les générations, est l'une des choses les plus difficiles qu'une institution ait jamais tentée. Les religions l'ont fait plus ou moins à travers les siècles et les millénaires. Les traditions culturelles ont été préservées au fil du temps. Mais les religions et traditions offrent une signification qui se connecte à quelque chose qui se sent plus grand qu'une vie individuelle. Un vaisseau générationnel a besoin d'un cadre de signification partagée qui fait sentir la mission digne des sacrifices qu'elle exige. Quelque chose que les gens peuvent authentiquement tenir et authentiquement transmettre à leurs enfants comme quelque chose qui vaut la peine d'être maintenu. Le moment d'arrivée. Une version du vaisseau générationnel fonctionne bien.
Le vaisseau se lance avec une population bien conçue, une diversité génétique suffisante, une base robuste et redondante, une structure de gouvernance réfléchie, une culture qui parvient de manière à préserver à la fois la connaissance technique et un sens de but partagé à travers les siècles. Les générations viennent et vont. Le vaisseau tient bon. Les conflits surgissent et sont résolus par des processus que la communauté fait confiance. Les systèmes défaillent et sont réparés par des gens qui ont été bien entraînés et qui ont entraîné leurs successeurs tout aussi bien. La connaissance passe des vieux aux jeunes, sans perte critique. Les étoiles se déplacent imperceptiblement dans les caméras, avant à travers les décennies et les siècles. Et puis, dans la vie de la 7e, 9e ou 12e génération, une étoile devient plus brillante que les autres, perceptiblement plus brillante année après année. L'équipage ajuste le cap. Le long brûlure de décélération commence, échangeant la vélocité pour le temps, la vitesse pour la capacité d'arrêt, plutôt que de voler au-delà. Un système planétaire se résout d'un point de lumière en une collection de mondes distincts, et parmi eux, ni trop proche de l'étoile, ni trop loin. Il existe une planète avec du bleu, du blanc, du brun, et peut-être une légère suggestion de vert dans sa coloration. Pas la Terre, mais quelque chose. Les gens qui regardent par ces caméras sont les produits de siècles d'isolement, d'adaptation et de survie. Ce sont des êtres humains authentiques et complètement, mais formés par un monde que leurs ancêtres trouveraient méconnaissable. Ils sont prêts, ou aussi prêts que quiconque peut l'être, pour ce qui vient ensuite. Conclusion. Les vaisseaux générationnels nous posent une question profonde sur nous-mêmes. Ils demandent si nous pouvons vraiment créer une civilisation capable non seulement de survivre, mais de conserver un sens de but à travers des siècles de voyage dans l'obscurité. Ils demandent si la connaissance et la culture peuvent vraiment être transmises de génération en génération sans se dégrader ou se perdre. Et ils nous suggèrent quelque chose d'étrange, mais profondément vrai. Nous sommes déjà tous à bord d'un vaisseau générationnel. La Terre elle-même est un monde scellé qui dérive dans l'obscurité, portant tout ce dont nous avons besoin pour survivre. Nos écosystèmes recyclent notre air et notre eau. Notre soleil fournit l'énergie. Les générations naissent, vivent et passent. Chacune hérite d'un monde qu'elle n'a pas créé et le transmet à ceux qui viennent après. Les leçons du vaisseau générationnel sont dans le sens le plus profond les leçons de la vie sur la Terre. Nous avons une seule base de départ, pas de vaisseau de ravitaillement, pas de mission de sauvetage si nous nous trompons. Si une civilisation interstellaire voit le jour un jour, ce sera parce que nous aurons appris à maintenir ce qui doit être maintenu et à laisser aller ce qui doit être laissé. Ce sera parce que nous avons maîtrisé non seulement la physique, mais nous-mêmes. Bonne nuit.